Hatsley Kilcher a enduré les hivers les plus cruels de l'Alaska, a survécu à une chute qui, selon toute logique, aurait dû lui coûter la vie, et a passé des décennies à effectuer des travaux éreintants qui auraient épuisé la plupart des hommes bien avant l'âge mûr. Il a bâti sa réputation sur sa résilience, son courage et son refus presque obstiné d'abandonner. Mais les nouvelles médicales que ses médecins lui ont communiquées la semaine dernière ont révélé un adversaire que la force, l'endurance et la volonté pure et simple ne peuvent pas simplement vaincre. Ce que les médecins ont découvert à l'intérieur de son corps a ébranlé sa famille, et ses fans se sont montrés très inquiets pour un propriétaire terrien longtemps considéré comme presque indestructible. Le rendez-vous lui-même n'avait rien de dramatique. Après des années de lente et douloureuse convalescence à la suite de sa chute catastrophique, Hatsley avait enfin retrouvé suffisamment de force et de mobilité pour retourner aux exigences physiques incessantes de la vie sur la propriété Kilcher. Pour la première fois depuis longtemps, les choses semblaient presque normales, à nouveau. Ses médecins avaient été prudemment encouragés par ses progrès. Les visites de suivi régulières avaient montré une amélioration constante, et les scanners et analyses de sang demandés lors du dernier rendez-vous étaient essentiellement des mesures de précaution. Compte tenu des antécédents médicaux d'Hatsley, le suivi de routine faisait simplement partie des soins à long terme responsables. Personne ne s'attendait à quelque chose d'inhabituel, c'est pourquoi l'appel téléphonique qui est arrivé 3 jours plus tard a frappé avec la force d'une avalanche. Les résultats de l'imagerie ont révélé des anomalies qui ne pouvaient être ignorées. Un suivi immédiat était nécessaire. Les examens complémentaires n'étaient plus facultatifs et les consultations avec des spécialistes devenaient urgentes. La voix du médecin au téléphone était calme, mesurée et professionnelle, mais sous ce ton prudent se cachait une gravité indubitable. Hatsley a compris avant même que le diagnostic ne soit posé que quelque chose n'allait pas du tout. Les jours qui ont suivi se sont confondus avec un cycle incessant d'hôpitaux de cliniques et de salles d'examen. Chaque rendez-vous a permis d'éplucher une nouvelle couche d'une crise sanitaire qui semblait s'être développée discrètement pendant des années, cachée sous une vie de douleur, d'endurance et de déni. Ce qui a commencé comme une observation de routine s'est rapidement transformé en une enquête urgente, les médecins ayant dressé un tableau troublant de dommages physiques, cumulés de conditions chroniques intensifiées par des décennies de travail extrême et de signes d'alerte qui avaient été masqués par la dureté légendaire d'Hatsley. Il ne s'agissait pas d'une blessure qu'il pouvait simplement effacer, ni d'un rétablissement qu'il pouvait imposer par sa seule détermination. L'homme qui s'était débarrassé de blessures, qui en aurait hospitalisé d'autres, qui avait reconstruit son corps brisé après une chute presque fatale par sa seule détermination, était maintenant confronté à un ennemi immunisé contre le courage. Les médecins parlaient dans un langage médical qu'Hatsley ne comprenait pas entièrement, mais les implications étaient douloureusement claires. Son corps, poussé bien au-delà des limites raisonnables pendant la plus grande partie de sa vie, puis violemment brisé par un traumatisme, commençait à faiblir d'une manière qui menaçait tout ce pourquoi il avait travaillé. Jeanne, sa femme et sa partenaire depuis des années, s'est assise à ses côtés lors de consultations de plus en plus sérieuses à chaque fois. Elle a vu l'homme qui n'avait jamais reculé devant les grizzlies, les falaises instables ou les conditions météorologiques mortelles, s'efforcer d'assimiler des informations qui redéfinissaient soudain leur avenir. Les médecins ont discuté des options de traitement des changements de mode de vie et des résultats possibles qui allaient d'une gestion prudente à des conséquences potentiellement dévastatrices en fonction de facteurs encore incertains. Chaque explication semblait susciter plus de questions que de réponses. Le choix de garder le diagnostic secret, du moins pour le moment, était à la fois pratique et profondément douloureux. La famille Kilcher avait besoin d'espace pour comprendre ce à quoi elle était confrontée, pour en absorber les implications et pour décider comment aller de l'avant sans la pression supplémentaire d'un examen public. Mais la vie privée est difficile à maintenir lorsque votre vie a été documentée pendant des années et que vos liens avec la communauté sont profonds. Il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs commencent à circuler. Les programmes de production ont été discrètement modifiés. Les membres de la famille se sont réunis avec une urgence inhabituelle. Les téléspectateurs qui avaient suivi la vie d'Hatsley pendant des années ont commencé à remarquer son absence des changements subtils qui ont suscité l'inquiétude et alimenté les spéculations. Lorsque la famille a finalement abordé la situation publiquement, leur déclaration a été brève
et soigneusement formulé reconnaissant les problèmes de santé tout en demandant le respect de la vie privée. Cependant, le message était sans équivoque. Hadsley Kilcher, l'incarnation de la dureté et de la persévérance de l'Alaska, était confronté à une crise de santé suffisamment grave pour l'arrêter dans son élan et effrayer profondément ceux qui lui étaient proches. L'homme qui avait survécu à ce qui aurait dû être une fatalité menait désormais un combat que les seules techniques de survie ne pouvaient pas gagner. La famille, les amis et les fans n'avaient plus qu'à attendre et à espérer que la médecine moderne réussisse là où la détermination seule ne pouvait pas réussir. Pour comprendre pourquoi cette crise sanitaire a touché une telle corde sensible, il faut savoir exactement ce que le corps d'Hadsley a enduré pendant plus de 5 décennies sur la frontière de l'Alaska. Il n'a pas choisi l'agriculture familiale comme une mode de vie ou une opportunité télévisuelle. Il est né dans ce milieu, a été élevé dans des conditions que beaucoup considéreraient comme des privations extrêmes, façonnées par une philosophie familiale qui valorise l'autonomie, la force physique et l'endurance, plutôt que le confort ou la sécurité. Dès son plus jeune âge, sa vie a été définie par un travail que la plupart des adultes trouveraient épuisant. Porter de l'eau, couper du bois chassé pour se nourrir, réparer des structures à des températures inférieures à 0 et naviguer sur des terrains aussi dangereux que magnifiques étaient simplement des réalités quotidiennes. Son corps s'est adapté par nécessité, développant sa force et son endurance, non pas grâce à des plans d'entraînement, mais grâce à la survie. À l'âge adulte, Hadsley avait déjà accumulé plus d'heures de travail physiquement éprouvantes que la plupart des gens ne le font en une vie entière. Le domaine des Kilcher, qui s'étend sur des centaines d'hectares de nature sauvage et impitoyable, ne laisse aucune place à la faiblesse. Chaque saison apporte de nouvelles exigences qui doivent être satisfaites immédiatement. L'hiver signifie un combat constant contre le froid, l'isolement et l'obscurité. L'été apporte une préparation frénétique pour l'hiver suivant. Les brèves saisons de transition sont remplies de réparations et d'entretiens qui ne peuvent pas attendre. Hadsley a embrassé ce cycle avec une intensité qui se distinguait même au sein de sa famille à la vie dure. Il s'est fait connaître comme la personne prête à accepter les travaux les plus dangereux et les plus exigeants, celle qui grimpait le plus haut, travaillait le plus longtemps et poussait le plus fort que quiconque. Cette intensité se retrouvait dans ses activités de chasse et d'escalade, des activités qui le plaçaient souvent dans des situations où sa vie était véritablement en danger. Il a chassé le gibier dans des zones que d'autres considéraient comme trop risquées, a escaladé des falaises que les amateurs de plein air expérimentés évitaient, et s'est aventuré dans l'arrière-pays reculé où une seule erreur pouvait être fatale. Ses proches ont décrit son approche comme étant sans peur, à la limite de l'imprudence poussée par la fierté et un besoin inavoué de faire ses preuves. Chaque chasse réussie et chaque sommet conquis ont renforcé une image de soi fondée sur la maîtrise physique d'un environnement brutal. Les blessures se sont accumulées progressivement, des entorses et des foulures qui n'ont jamais complètement guéri avant la blessure suivante. Des os cassés qui ont été fixés et endurés au lieu d'être correctement rééduqués. Des articulations usées, année après année, des dos sollicités au-delà des limites de conception des douleurs chroniques, acceptées comme le coût normal de la vie qu'il aimait. Chaque blessure a été minimisée, absorbée dans une base d'inconfort, avec laquelle Hadsley a tout simplement appris à vivre. Puis vint la chute qui changea tout. En août 2016, alors qu'il récupérait la viande d'une chasse à la chèvre fructueuse, Hadsley perdit pied sur une falaise et plongea de 40 pieds sur les rochers déchiquetés en contrebas. L'impact lui brisa l'omoplate, lui cassa plusieurs côtes, lui affaissa un poumon, lui fractura la hanche et le bras, et provoqua des lésions internes qui nécessitèrent une intervention chirurgicale d'urgence. La survie elle-même était incertaine dans les heures qui suivirent. Il a survécu contre toute attente, mais les dommages étaient profonds et le rétablissement long et brutal. Et maintenant, des années plus tard, les conséquences d'une vie passée à repousser les limites humaines l'ont rattrapé d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Les médecins qui l'ont atteint ont décrit des blessures correspondant à des accidents de véhicules à grande vitesse. Le chirurgien traumatologue qui l'a stabilisé a admis plus tard qu'il était surpris qu'Hadsley ait survécu à l'impact initial, sans parler de l'évacuation par hélicoptère et des procédures ultérieures. Le rétablissement a été pénible et incomplet. Malgré les opérations chirurgicales, la kinésithérapie et des mois de rééducation, Hadsley n'a jamais retrouvé toutes ses fonctions.
Son épaule est restée compromise, sa mobilité limitée, ses niveaux de douleur chroniquement élevés. Les médecins ont prévenu qu'il ne retrouverait probablement jamais ses capacités physiques antérieures, que les dommages étaient trop importants et que son corps était trop usé par des décennies d'abus. Comme on pouvait s'y attendre, Hatsley a traité ces avertissements comme des défis plutôt que comme des limites. Contre l'avis de son médecin, il a repris le travail à la ferme bien plus tôt que son corps n'était prêt. Les caméras ont filmé sa détermination et l'ont présenté comme une source d'inspiration. Mais ce que les téléspectateurs n'ont pas vu, c'est le tribut que ce retour prématuré au travail physique lui a fait payer. Hatsley se blessait constamment, empêchant une guérison correcte, tout en ajoutant de nouveaux dommages à un système déjà compromis. Sa fierté et son identité tellement liées à ses capacités physiques ne lui permettaient pas d'accepter une diminution de ses capacités. Des amis proches de la famille ont discrètement exprimé leur inquiétude quant à la trajectoire d'Hatsley. Il a perdu du poids qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Son niveau d'énergie qui semblait autrefois inépuisable a sensiblement diminué. Il a eu du mal à accomplir des tâches qui étaient auparavant routinières, bien qu'il n'ait jamais admis ses difficultés ou demandé de l'aide. Le schéma était évident pour quiconque y prêtait attention. Hatsley était en train de s'effondrer, troquant sa santé à long terme contre le maintien à court terme de son image de soi et de son rôle dans la dynamique familiale. Mais la culture de la dureté qui définit la vie à la frontière rendait toute intervention quasiment impossible. Exprimer son inquiétude était interprété comme un doute sur ses capacités, suggérer une consultation médicale était perçu comme de la faiblesse. Les qualités mêmes qui ont permis à Hatsley de réussir dans un environnement difficile, son refus d'abandonner ou de reconnaître ses limites, sont devenues des responsabilités lorsque son corps a eu besoin de repos et de rééducation plutôt que de continuer à être puni. Il était pris dans un piège qu'il avait lui-même créé, incapable de s'arrêter, sans admettre une défaite qu'il ne pouvait psychologiquement pas accepter. Sa relation avec Jane a eu une influence modératrice. Elle comprenait les exigences de la vie à la ferme, mais voyait aussi ce que cela coûtait à son mari. Elle a plaidé pour des approches plus raisonnables, pour accepter de l'aide, pour reconnaître que la guérison nécessitait du temps et des soins. Mais même l'influence de Jane a eu des limites face à la crise d'identité fondamentale d'Hatsley. S'il n'était pas le dur à cuire, capable de tout affronter, qui était-il ? Cette question qui n'a jamais été abordée directement a conduit à des comportements que les médecins identifieraient plus tard comme étant catastrophiquement nocifs. La série télévisée a ajouté des pressions compliquées. L'image d'Hatsley, en tant que fermier résilient, était au cœur de son attrait dans la narration de la série. Admettre ses difficultés ou montrer sa vulnérabilité ne correspondait pas au personnage que le public aimait. Les calendriers de production l'obligeaient à travailler alors que son corps avait besoin de repos. Les enjeux financiers liés au fait de rester des acteurs viables incitaient à cacher les problèmes plutôt qu'à les résoudre. La célébrité qui aurait dû fournir des ressources pour de meilleurs soins de santé est devenue une raison de négliger la santé au service du maintien de l'image. Au moment où Hatsley s'est présenté à ce rendez-vous médical de routine, il était un homme maintenu par la volonté et le déni. Son corps était une collection de blessures mal guéries de maladies chroniques et de dommages accumulés que des décennies de punitions avaient gravés dans tous les systèmes. Les médecins étaient sur le point de révéler à quel point cette accumulation était devenue dévastatrice. Le diagnostic tombe. L'imagerie initiale qui a déclenché l'alarme a montré des anomalies dans la colonne vertébrale d'Hatsley qui allaient bien au-delà de l'usure normale. Le tassement vertébral, la dégénérescence discale et les changements structurels suggéraient des dommages progressifs et graves. Mais ce sont les scanners de suivi et les consultations avec des spécialistes qui ont révélé la véritable ampleur de la crise. Hatsley n'était pas seulement confronté à des problèmes orthopédiques dus à sa chute et à la vie difficile qu'il menait. Il était confronté à de multiples problèmes de santé interconnectés qui s'étaient développés silencieusement pendant qu'il luttait contre la douleur et l'épuisement. Les problèmes de colonne vertébrale ont expliqué les médecins créaient une cascade de problèmes neurologiques. La compression nerveuse qu'Hatsley avait attribuée aux dommages résiduels de la chute était en fait progressive, s'aggravant à mesure que la détérioration des vertèbres empiétait sur la moelle épinière et les racines des nerfs. L'engourdissement et la faiblesse qu'il avait considérés comme des symptômes normaux après la blessure étaient en fait des signes avant-coureurs d'une grave atteinte neurologique. Sans intervention, les médecins ont averti que des lésions nerveuses permanentes étaient non seulement possibles,
mais probable. Dans le pire des cas, la paralysie ne pouvait être exclue, mais la colonne vertébrale n'était qu'une partie du tableau. Les tests cardiovasculaires ont révélé des anomalies qui ont choqué les médecins, connaissant le mode de vie actif d'Attesley. Son cœur, stressé par des décennies d'efforts physiques extrêmes en altitude dans des conditions brutales, présentait des signes de dommages et de dysfonctionnement. Des rythmes irréguliers, une efficacité de pompage réduite et des changements structurels suggéraient une cardiomyopathie, un affaiblissement progressif du muscle cardiaque pouvant conduire à une insuffisance cardiaque. La maladie en était encore à un stade relativement précoce, mais sa présence chez un homme de l'âge d'Attesley, en particulier, chez un homme qui semblait si capable physiquement, était profondément inquiétante. Les tests de la fonction pulmonaire ont ajouté une autre dimension à la crise. Le poumon effondré à la suite de sa chute ne s'était jamais complètement rétabli, mais des signes de problèmes obstructifs chroniques, sans rapport avec cette blessure, étaient encore plus inquiétants. Des années d'exposition à la fumée de bois, à l'air froid et aux particules environnementales ont endommagé les tissus pulmonaires de manière à réduire sa capacité respiratoire. En plus des problèmes cardiovasculaires, la capacité d'Attesley à effectuer le travail physiquement exigeant qu'exigeait sa vie était fondamentalement compromise. Son corps ne pouvait tout simplement pas fournir de l'oxygène de manière suffisamment efficace pour soutenir l'effort qu'exigeait l'exploitation d'une ferme. L'évaluation orthopédique de ses articulations a révélé une arthrite beaucoup plus avancée que prévu pour son âge. Les hanches, les genoux, les épaules et les mains présentaient tous des changements dégénératifs correspondant à des décennies de stress répétitif et à un temps de guérison inadéquat entre les blessures. Certaines articulations s'étaient détériorées au point qu'une intervention chirurgicale était inévitable si Attesley voulait conserver sa mobilité. Les médecins ont noté que le maintien des niveaux d'activité actuels accélérerait la dégénérescence, mais que même la réduction de l'activité n'inverserait pas les dommages déjà causés. Les résultats relatifs à la douleur chronique et à son traitement sont peut-être les plus inquiétants. Pendant des années, Attesley a géré la douleur à l'aide de médicaments en vente libre de remèdes naturels et d'une simple tolérance. Mais cette approche, expliquant les médecins, lui a permis de poursuivre des activités qui ont causé des dommages continus tout en masquant les symptômes qui auraient dû l'inciter à consulter plus tôt. La douleur chronique elle-même était devenue un problème médical, reconnectant son système nerveux d'une manière qui rendrait sa prise en charge de plus en plus difficile. Les tests métaboliques ont révélé des carences nutritionnelles et des déséquilibres hormonaux qui ont étonné les spécialistes. Malgré une alimentation apparemment saine, Attesley ne nourrissait pas suffisamment son corps pour répondre aux exigences qu'il lui imposait. La combinaison d'une dépense calorique élevée, du stress, d'un repos inadéquat et du vieillissement avait créé des déficits qui affectaient tout de la densité osseuse à la fonction immunitaire. Son corps se cannibalisait essentiellement pour répondre aux exigences quotidiennes, volant Pierre pour payer Paul, d'une manière qui créait un dysfonctionnement à l'échelle de tout le système. L'évaluation psychologique nécessaire, compte tenu de l'ampleur des constatations physiques, a mis en évidence des problèmes que l'Attesley a eu le plus grand mal à accepter. Le traumatisme causé par sa chute presque mortelle n'avait jamais été traité correctement. Il présentait des symptômes de stress post-traumatique qui se manifestaient non pas par une anxiété ou une peur typique, mais par une prise de risque compulsive et le besoin de prouver qu'il était complètement rétabli. Son identité était tellement liée à ses capacités physiques que le fait d'être confronté à des limitations déclenchait des réactions que le psychologue qualifiait d'inadaptées et potentiellement dangereuses. Les médecins ont tenté d'expliquer comment toutes ces conditions étaient liées entre elles, créant des boucles de rétroaction où un problème en exacerbait d'autres. Les problèmes de colonne vertébrale provoquaient des douleurs qui limitaient l'exercice, ce qui aggravait la santé cardiovasculaire, réduisait l'endurance, l'incitait à pousser plus fort pour compenser ce qui augmentait le stress au niveau de la colonne vertébrale. Les problèmes pulmonaires réduisaient l'apport d'oxygène. Ce qui stressait le cœur limitait la capacité physique, le frustrait dans le surmenage, ce qui endommageait encore plus les articulations et la colonne vertébrale. Chaque système affectait tous les autres dans une cascade de détérioration qui s'accélérait invisiblement. La famille en crise. La famille Kilcher s'est réunie à la ferme 3 jours après qu'Attesley a reçu son diagnostic complet, et la réunion a eu une gravité à laquelle même des décennies d'épreuves à la frontière
ne l'avaient pas préparé. Otto, le frère d'Atzli et son compagnon d'exploitation, est arrivé avec un visage qui montrait qu'il savait déjà que cette conversation allait tout changer. Ivan et Yves, la jeune génération qui a grandi en regardant Atzli incarner ce que cela signifiait d'être un dur de Kilcher, étaient assis en silence, luttant pour réconcilier la figure invincible qu'ils avaient connue avec l'homme vulnérable qui se trouvait devant eux maintenant. Jane a pris l'initiative d'expliquer les résultats médicaux, sa voix stable mais tendue, alors qu'elle traduisait des diagnostics complexes en termes que tout le monde pouvait comprendre. La détérioration de la colonne vertébrale, les problèmes cardiaques, les lésions pulmonaires, les défaillances en cascade du système qui, selon les médecins, pourraient s'avérer fatales si Atzli poursuivait son mode de vie actuel. Elle n'a pas édulcoré ni minimisé. La famille devait comprendre les enjeux, et ces enjeux étaient la vie d'Atzli mesurée en années, qui pouvaient être prolongés ou abrégés en fonction des choix effectués dès maintenant. Le silence qui s'ensuivit fut profond et douloureux. Cette famille avait surmonté des décès, des catastrophes et des privations qui auraient brisé la plupart des clans. Ils avaient enterré des patriarches et des matriarches survécus à des hivers qui avaient mis à l'épreuve leur engagement envers le mode de vie de la ferme, affronté des crises financières et des conflits personnels qui avaient menacé tout ce qu'ils avaient construit. Mais affronter la possibilité de perdre Atzli à cause de conditions créées par la vie même qu'ils célébraient tous semblait différent, plus personnel, chargé d'implications que personne ne voulait articuler. Otto a finalement brisé le silence avec une question qui allait au cœur de tout. Que disent les médecins que vous devez faire? La réponse, lorsqu'elle est venue, a été plus difficile à entendre que le diagnostic lui-même. Atzli avait besoin d'arrêter les travaux physiques lourds qui définissaient l'existence de la propriété familiale. Plus d'escalade, plus de transport, plus de travail brutal et exigeant qui rendait possible l'exploitation de Kilcher. Il avait besoin de repos, d'un traitement médical, d'une modification de son mode de vie qui signifiait un changement fondamental de sa relation à la terre et au travail qui avait été toute son identité. Les conséquences se sont immédiatement fait sentir. La ferme dépendait de chaque personne capable de fournir un effort maximal. Perdre la capacité de travail d'Atzli signifiait redistribuer le travail déjà très sollicité entre les membres de la famille qui avaient leurs propres limites et leurs propres responsabilités. Mais plus que la logistique, il y avait la crise philosophique de voir quelqu'un forcé d'abandonner le mode de vie que toute la famille s'était consacrée à préserver. Si la vie à la frontière tuait Atzli, qu'est-ce que cela disait de sa viabilité pour chacun d'entre eux? La réunion s'est terminée sans résolution parce qu'aucune résolution n'était possible. La crise de santé d'Atzli n'avait pas de solution nette ou de voie claire pour aller de l'avant. Il fallait négocier en permanence entre la nécessité médicale et l'identité personnelle, entre l'instinct de survie et l'attrait de la vie qui donnait un sens à la survie. La famille s'est engagée à soutenir les décisions prises par Atzli, quelles qu'elles soient, mais elle a également fait comprendre qu'il n'était pas acceptable de le voir se tuer lentement. S'il ne pouvait pas choisir la santé plutôt que l'exploitation d'une ferme, elle devrait faire ce choix pour lui. Lorsque tout le monde s'est dispersé pour traiter en privé ce qu'ils avaient discuté collectivement, la ferme s'est sentie différente. Les bâtiments et le terrain sont restés inchangés, mais leur signification a changé. Ce qui avait été un témoignage de la résilience humaine s'est transformé en un monument à l'entêtement humain, un lieu où la dureté est célébrée même lorsqu'elle est devenue toxique. L'héritage des Kilcher était en train d'être réécrit en temps réel, et personne ne savait encore quelle serait la nouvelle histoire, ni si Atzli survivrait assez longtemps pour aider à l'écrire. Traitement et incertitude. L'opération de la colonne vertébrale a été programmée en premier, considérée comme l'intervention la plus urgente compte tenu des lésions nerveuses progressives dont les médecins craignaient qu'elles ne deviennent permanentes. Atzli est entré à l'hôpital d'Anchorage par une grise matinée de novembre, le moment ayant été choisi pour minimiser les perturbations des activités de la propriété pendant les mois d'hiver moins exigeants. L'intervention durera de 6 à 8 heures et comprendra la décompression de plusieurs vertèbres, la fusion de segments instables et l'installation de matériel pour stabiliser la colonne vertébrale. La récupération nécessitera au moins 3 mois avant toute activité physique, 6 mois avant toute fonction approchant la normale, et une année entière avant que les médecins puissent évaluer les résultats.
Jane l'a accompagnée pendant les procédures préopératoires, regardant son mari se soumettre à des indignités que son orgueil trouvait presque insupportables. La blouse d'hôpital, les perfusions, l'efficacité désinvolte des infirmières qui le considéraient comme un patient parmi d'autres et non comme le légendaire homesteader qu'il avait été. A.T.S. Lee essayait de conserver son stoïcisme habituel, mais Jane percevait les moments où la peur le gagnait, où la réalité de ce qui se passait dépassait sa capacité à rester émotionnellement blindé. C'était un traumatisme qu'il ne pouvait pas surmonter physiquement, une douleur qu'il ne pouvait pas simplement tolérer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. L'opération elle-même s'est déroulée aussi bien que possible selon le neurochirurgien qui a émergé après 7 heures de travail méticuleux. Ils ont réussi à décomprimer les racines nerveuses, à stabiliser les vertèbres problématiques et n'ont constaté aucune complication au cours de l'intervention. Mais l'optimisme du chirurgien était soigneusement mesuré. Le succès en salle d'opération n'est pas une garantie de réussite. Les lésions nerveuses sont imprévisibles, la fusion échoue. Parfois le matériel peut poser des problèmes, et surtout tout le travail accompli peut être réduit à néant si Hatsley reprend les activités qui ont causé les lésions. La convalescence à l'hôpital est un véritable enfer pour un homme habitué à se déplacer en permanence dans des espaces extérieurs. 4 jours confinés dans un lit relié à des moniteurs et des drains dépendant d'infirmières pour des fonctions de base qu'il accomplissait de manière autonome depuis l'enfance. Les médicaments contre la douleur ont aidé physiquement, mais ont créé un brouillard mental qu'Hatsley détestait plus que la douleur elle-même. Il voulait être vif en contrôle, prendre des décisions, plutôt que de flotter dans un brouillard pharmaceutique pendant que son corps guérissait à son propre rythme. La kinésithérapie a commencé le lendemain de l'opération, et le contraste entre les attentes d'A.T.S. Lee et la réalité a été dévastateur. Il avait supposé qu'il se battrait pour la rééducation, comme il se battait pour tout autre défi, que la détermination accélérerait la guérison et rétablirait rapidement la fonction. Au lieu de cela, il a découvert que la volonté ne signifiait rien face à des nerfs endommagés et à des os en cours de guérison. Les simples mouvements étaient une agonie, les exercices de base étaient impossibles. Les doux encouragements du thérapeute semblaient condescendants pour un homme habitué à relever des défis physiques difficiles à force d'acharnement. Le plan de traitement cardiaque élaboré pendant sa convalescence chirurgicale impliquait des régimes de médicaments nécessitant de multiples doses quotidiennes, des restrictions alimentaires qui éliminaient une grande partie de ce qu'A.T.S. Lee avait mangé toute sa vie et des limitations d'activité qui interdisaient essentiellement tout ce qui lui permettait de se sentir en vie. Pas de port de charges lourdes, pas d'efforts soutenus, pas de travail qui élève le rythme cardiaque au-delà de seuils soigneusement calculés. Le cardiologue a expliqué ces restrictions comme étant non négociables. Si Hatsley voulait éviter des événements cardiaques catastrophiques, mais que chaque restriction était ressentie comme une nouvelle amputation de son identité, Jane s'est retrouvée dans la position impossible de l'exécutrice, la personne qui devait surveiller le respect par Hatsley des protocoles médicaux qu'il détestait et des restrictions qu'il essayait de contourner chaque fois que possible. Leur relation construite sur un partenariat et un travail physique exigeant a dû se transformer en quelque chose qui ressemble à une infirmière et un patient avec toutes les tensions et les ressentiments que cette dynamique a engendrés. Elle l'a surprise en train d'essayer de faire des choses que les médecins lui avaient interdites. Elle s'est disputée avec lui au sujet des médicaments qu'il voulait sauter. Elle est devenue l'obstacle entre Hatsley et la vie qu'il voulait désespérément retrouver. L'impact psychologique de l'inactivité forcée se manifeste d'une manière qui inquiète tous les proches d'Hatsley. La dépression s'est installée sur lui comme un poids physique sapant son énergie et sa motivation d'une manière que les interventions médicales ne peuvent pas résoudre. Il s'était défini par ses capacités physiques et sa contribution aux activités de la ferme. Sans cela, qui était-il? Un fardeau? Un patient, quelqu'un qui avait besoin de soins, plutôt que quelqu'un qui les prodiguait. La crise d'identité était aussi débilitante que ses limitations physiques, et aucune opération ne pouvait réparer ce qui était en train de se briser dans son sentiment de briser en lui-même. 3 mois après l'opération, l'évaluation était mitigée. L'arthrodèse a pris ce qui est positif. La fonction nerveuse s'est améliorée, ce qui est encourageant, mais ne correspond pas à la récupération espérée. La douleur est restée importante, bien que de nature différente de celle qui existait avant l'opération. La mobilité d'Hatsley était limitée et le resterait probablement indéfiniment. Le chirurgien a parlé d'un résultat positif,
mais le succès semblait vain lorsqu'il signifiait une réduction permanente des capacités et des restrictions continues qui définissaient la nouvelle normalité d'Hatsley. Les interventions orthopédiques prévues pour commencer, dès que la récupération de la colonne vertébrale le permettrait, présentaient leur propre dilemme. Les opérations de remplacement articulaire pouvaient restaurer la mobilité, mais nécessitaient des périodes de récupération encore plus longues et s'accompagnaient de leurs propres restrictions d'activité. Chaque opération signifiait des mois de fonctions limitées de thérapie physique et d'adaptation à des articulations artificielles qui ne se sentiraient jamais naturelles ou ne fonctionneraient jamais comme les originales. Hatsley était confronté à la perspective d'une série d'opérations s'étalant sur des années chacune d'entre elles, réduisant le temps, les capacités et la vie qu'il avait connue. Le tournant s'est produit lors d'une confrontation avec Shane que ni le père ni le fils n'oublieront. Shane avait observé les luttes d'Hatsley avec une frustration croissante, voyant le refus de son père d'accepter pleinement ses limites comme un orgueil obstiné, détruisant ce qui lui restait de santé. Lorsqu'il a trouvé Hatsley tentant de déplacer seul de lourdes billes de bois 8 mois après l'opération, et avec l'interdiction explicite de faire ce travail, la colère de Shane a explosé d'une manière qui les a choqués tous les deux. La dispute qui s'ensuivit révéla au grand jour tout ce qui s'était envenimé, confrontant Hatsley à une question qu'il ne pouvait éluder. Essayait-il de se rétablir ou de prouver quelque chose qui le tuerait en le prouvant? Cette question hanta Hatsley pendant les nuits d'insomnie qui suivirent. Toute sa vie avait été bâtie sur le principe que la dureté signifiait aller jusqu'au bout, que les vrais hommes n'abandonnaient pas et n'acceptaient pas les limitations, que la valeur provenait de la capacité physique et de la contribution. Mais que se passerait-il si tout ce cadre était erroné? Que se passerait-il si la vraie force consistait à accepter ce que l'on ne pouvait pas faire? Que se passerait-il si pour survivre, il fallait redéfinir le succès? Le territoire philosophique était inconnu et inconfortable, forçant Hatsley à remettre en question des croyances qui avaient été le fondement de son identité depuis l'enfance. Jane, sentant la lutte interne de son mari, a entamé des conversations qui avaient été trop menaçantes pour être tentées auparavant. Elle a parlé de ses propres peurs de l'avoir vu choisir la fierté plutôt que la survie, d'avoir besoin de lui en vie plus qu'elle n'avait besoin de lui en tant que surhomme. Elle a décrit les conséquences de sa mort pour leurs enfants, pour la famille, pour elle. Elle a précisé que sa valeur ne se mesurait pas en bois coupé ou en gibier abattu, que son identité de mari et de père comptait plus que sa réputation de propriétaire terrien. Les conversations étaient crues, émotionnelles, parfois colériques, mais elles ont brisé des défenses que les conseils médicaux n'avaient jamais réussi à percer. La réunion de famille, qui a suivi 6 semaines après la confrontation avec Shane, a marqué un changement fondamental dans la manière dont les Kilcher ont abordé la situation d'Hatsley et leur compréhension plus large de ce que représentait le homestead. Otto a parlé de la vision originale du homestead, du fait qu'il était censé soutenir et faire vivre la famille et non la détruire. Si le mode de vie tuait Hatsley, c'était le mode de vie qu'il fallait changer et non Hatsley. L'aveu a été ressenti comme une hérésie remettant en question les valeurs frontalières qu'ils avaient défendues pendant des générations et qui étaient en fait sages, ou simplement une adhésion obstinée à des pratiques que la médecine moderne avait révélées comme inutilement destructrices. Des changements pratiques ont commencé à être mis en œuvre immédiatement. Les membres de la famille plus jeunes et en meilleure santé ont pris en charge tous les travaux physiques lourds. Le nouveau rôle d'Hatsley se concentre sur la planification, l'enseignement et des tâches plus légères qui lui permettent de rester impliqué sans risquer sa santé. L'exploitation de la ferme est restructurée de manière à exiger un travail physique moins brutal en incorporant des outils et des techniques que les générations précédentes auraient considérées comme de la triche, mais qui permettent de survivre sans sacrifice. L'orgueil est mis de côté au profit du pragmatisme. La tradition est modifiée au service de la longévité. La décision de documenter honnêtement son parcours, à la fois la crise médicale et la lutte psychologique, est le fruit de longues discussions sur la responsabilité vis-à-vis des téléspectateurs qui regardent The Kilchers depuis des années. Cacher la réalité semblait malhonnête, mais l'exposer risquait de détruire l'image d'aspiration qui avait fait le succès de l'émission. En fin de compte, Hatsley a décidé que si sa souffrance pouvait aider d'autres personnes à reconnaître les signes avant-coureurs
et à chercher de l'aide avant d'atteindre des points de crise similaires, alors la vulnérabilité publique servait à quelque chose. Les caméras sont revenues, mais avec un mandat différent. La vérité l'emportant sur l'inspiration, la réalité sur la commodité narrative. Les nouvelles contributions d'Atsley au Homestead, bien que moins spectaculaires sur le plan physique, se sont révélées précieuses d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Ces décennies d'expérience ont permis de mieux planifier et d'améliorer l'efficacité des opérations. Son enseignement libéré de la nécessité de démontrer constamment ses prouesses physiques devient plus réfléchi et plus complet. Les jeunes membres de la famille lui demandent conseil pour prendre des décisions et relever des défis, appréciant son jugement et la sagesse qu'il a accumulée. Il découvre que sa valeur pour la famille et la ferme n'a jamais été uniquement liée à sa contribution physique, bien qu'il l'ait toujours cru. La question de savoir s'il se rétablirait complètement si sa vie reviendrait à une certaine forme de normalité est restée sans réponse, et peut-être même sans réponse. Les professionnels de la santé ont parlé de gestion et d'adaptation plutôt que de guérison. Atsley ne retrouverait probablement jamais ses capacités d'avant la crise. Les dommages étaient trop importants, les conditions trop chroniques, mais la survie était possible. La qualité de vie était réalisable. Le but et le sens pouvaient être trouvés dans de nouveaux paradigmes qui ne nécessitaient pas la domination physique qu'il avait autrefois considérée comme essentielle. La voie à suivre était incertaine, mais au moins, elle existait. Le Homestead lui-même semblait différent, maintenant sa signification ayant été transformée par la crise d'Atsley et la réponse de la famille. Il restait un lieu de travail acharné et de valeurs frontalières, mais ces valeurs avaient été remises en question et affinées. La dureté avait été redéfinie pour inclure le fait de savoir quand s'arrêter. L'héritage que les Kilchers étaient en train de construire incluait désormais la reconnaissance du fait que la survie impliquait parfois de changer de cap, que l'adaptation était une force plutôt qu'une faiblesse que vivre pour se battre. Un autre jour nécessitait la sagesse de reconnaître quand la lutte était contre-productive. L'histoire d'Atsley, qui s'écrit encore en temps réel, n'offre pas de conclusion nette ou de récit de guérison triomphant. Il reste un homme pris entre ce qu'il était et ce qu'il devient, naviguant entre les réalités médicales qui le contraignent tout en cherchant un sens à une vie radicalement différente de ce qu'il avait prévu. Certains jours sont meilleurs que d'autres. À certains moments, il en veut à ses limites et pleure ce qu'il a perdu. D'autres fois, il trouve la paix dans la survie et la gratitude pour les années supplémentaires qu'il a failli ne pas avoir. La trajectoire n'est pas linéaire, les émotions ne sont pas résolues, et l'avenir reste incertain d'une manière qui aurait terrifié l'ancien Atsley, mais que la nouvelle version a appris à accepter. Sa plus grande peur n'est plus la mort ou l'invalidité, même si les deux restent des possibilités. C'est l'insignifiance, l'inquiétude que sans capacité physique, il ne compte pas. Mais lentement, douloureusement, il découvre que compter n'exige pas les paramètres qu'il a toujours utilisés. Ses enfants ont toujours besoin de leur père. Jen a toujours besoin de son mari. La famille apprécie toujours sa présence et son point de vue. Et peut-être plus important encore, Atsley apprend à s'apprécier pour des attributs qui vont au-delà de la dureté, à trouver son identité dans des dimensions que la crise médicale ne peut pas détruire. C'est une leçon plus dure que tout ce que la frontière lui a appris, mais c'est celle qui pourrait lui sauver la vie.